Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Nous accueillons aujourd'hui Sébastien Biancheri qui est notre invité. Il est premier juge au tribunal de première instance de Monaco évidemment, puisque nous allons parler aujourd'hui du prince Louis Ier et plus précisément de cet ouvrage qui est là avec nous. Il s'agit des tout premiers statuts de la principauté. C'est bien ça. Oui, ce que l'on appelle le Code Louis. Donc, j'ai avoué mon incompétence et je me suis dit qu'il fallait un juriste, en plus un juriste spécialiste de ce texte qu'il a déjà étudié, pour évoquer ce qui est déjà un vestige, une archive en soi. Cet ouvrage, donc, imprimé en 1678 et qui constitue donc le premier code, et on va l'évoquer. Alors, peut-être évoquons-nous Louis Ier. Tout à fait. Est-ce qu'on peut recontextualiser peut-être un petit peu qui était vraiment le prince Louis Ier? Alors, Louis Ier est né en 1642. Il porte dès sa naissance le titre de comte de Carladès, qui est le titre habituellement dévolu au deuxième dans la ligne de succession, puisqu'il est le petit-fils du prince souverain de l'époque, Honoré II, et aurait dû régner avant lui son père Hercule, qui meurt en 1651 de manière prématurée. Et donc, c'est lui en 1662 qui va succéder directement à son grand-père, Honoré II. Alors, c'est le filleul de Louis XIV. C'est justement le premier prince qui devient un prince, on va dire, de culture française. Et il y a toujours un souci chez lui de bonne administration, et on peut imaginer que cet effort donc, de publication de textes qui régissent la vie des Monégasques, des habitants du Rocher de l'époque, mais aussi de Menton et de Roquebrune, fait partie donc, de ce souhait de bonne administration. Sébastien, on vous a invité aujourd'hui pour nous présenter cet ouvrage, parce que vous l'avez étudié, on va dire il y a une dizaine d'années, est-ce que vous l'avez présenté, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Le premier aspect que l'on remarque, c'est qu'il est écrit en langue italienne. Alors ça ne manque pas d'interpeller. Ces statuts ont été promulgués le 23 décembre 1678, donc on est postérieurement au traité de Péronne de 1641, avec l'influence française désormais en principauté de Monaco, mais pour autant, ça n'est que à compter de cette date et surtout au XVIIIe siècle que la langue française va se développer en principauté, et la langue italienne est encore celle qui est la plus pratiquée et la plus comprise et compréhensible de la part des justiciables monégasques. Hormis le dialecte monégasque, évidemment. Justement, le but c'était vraiment de s'adresser à tous. C'était de s'adresser à tous. Sur ces textes en particulier, il s'agit sans nul doute d'une œuvre fondatrice, c'est-à-dire qu'en 4 livres, le premier régissant la matière civile, le deuxième la matière criminelle, le troisième les aspects ruraux et le quatrième les questions de voirie, l'idée est de circonscrire au maximum toutes les règles qui vont régir les particuliers en principauté de Monaco. Mais ce ne sont pas juste rassemblement, on va dire, de textes. Ce n'est pas une compilation de textes. Ce n'est pas une compilation de textes. D'ailleurs, le propos liminaire aux 4 livres qui se retrouvent est tout à fait clair dans son propos. Il est fait référence, et d'ailleurs il est rendu hommage aux princes, nos illustres prédécesseurs, sur leurs édits, les ordonnances qui ont pu être rendues, mais il est dit un peu plus loin que ces textes-là seront abrogés explicitement et remplacés par ce corps de règles, donc, qui se veut un ouvrage cohérent avec ses propres lignes directrices, et c'est ce qui rend en partie son analyse intéressante, c'est la cohérence qu'il peut y avoir dans ces différents textes, et principalement dans celui qui peut peut-être plus nous intéresser, les statuts criminels. Justement, voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre-là? Alors les 4, il faut rappeler, les 4 sont dans un même corpus, les 4 se trouvent ici. Et là, on va parler peut-être plus précisément de... On peut effectivement évoquer en matière civile divers éléments, et notamment, à contrario, ce qui ne se trouve pas dans le livre civil, notamment l'état civil. Ça n'est pas surprenant, puisque nous sommes à la fin du XVIIe siècle. L'état civil est régi par les registres paroissiaux, donc toutes les questions à la fois qui concernent la naissance, le décès, le premier sacrement du baptême. Oui. C'est ça, ces informations et le mariage religieux. Et le mariage religieux, tous les sacrements sont évidemment du domaine de l'Église, et il n'y a pas de sécularisation, pourrait-on dire, de ces questions-là qui échappent donc au Code Louis. Ce qui ne semble pas être le cas en matière criminelle. Et ça, c'est ce qui intéresse le juriste en premier lieu, c'est le détail avec
lequel sont rédigés ces statuts criminels. C'est-à-dire qu'il y a manifestement un souci d'exhaustivité, l'idée d'appréhender au maximum tout ce qui serait des comportements infractionnels en principauté. Et ça, c'est tout à fait novateur et c'est tout à fait marquant et même un peu avant-gardiste. On se situe, il faut le rappeler, près d'un siècle avant un ouvrage fondateur qui est celui de Cesare Beccaria, c'est un juriste italien qui a théorisé ce qu'on appelle la légalité des infractions, la légalité des délits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être poursuivi et a fortiori condamné pour quelque chose qui n'a pas été érigé en infraction. Un comportement aussi choquant soit-il à un moment de ce qu'est la vision commune de ce qui est le bien et le mal ne peut pas être une infraction s'il n'est pas prévu par un texte. Et ça, c'est au XVIIIe siècle. Or, on est un siècle avant et on voit, par le souci du détail des textes, on a des questions relatives notamment au vol, en réunion, avec une arme, avec effraction, si on prend par exemple cette infraction-là, ou d'autres relatives à des homicides, à des blasphèmes, des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, des atteintes également à la sûreté de l'État. Tout est extrêmement détaillé dans un souci manifeste d'appréhender tous les comportements infractionnels, ou quasiment tous. Ça nous permet d'évoquer un deuxième pan tout à fait important de ces statuts criminels, ce sont les peines qui sont édictées par ce code pour des infractions qui seraient commises. Alors, le système, là encore, se situe à la fois complètement dans son temps et présente, notamment pour l'homicide, un aspect tout à fait novateur. Je m'explique, le système prévu est celui de l'arbitraire réglé. Alors, arbitraire, ce mot a été employé, et là encore, ça n'est qu'au XVIIIe siècle qui n'a pris la tournure péjorative qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la fantaisie, la décision d'un seul irréfléchi, sans fondement, alors qu'à la fin du XVIIe siècle, ce mot était saisi dans son acception arbitrage de la peine, c'est-à-dire qu'une peine était prévue, mais le juge, à cette époque, avant d'être le serviteur de la loi, était surtout, notamment dans le royaume du roi très chrétien de France, le serviteur de la morale commune, du droit naturel, dirait-on, par opposition au droit positif, qui est le texte lui-même. Et donc, à travers sa personne, devait s'appliquer ce qui semblait être la peine la plus juste, quand bien même cette peine devrait être supérieure à celle qui est prévue par le texte. Et il faut savoir notamment qu'en France, les juges, les parlements s'étaient arrogés ce droit dans le consensus général. Dans le Code Louis, cette possibilité est prévue explicitement par le texte. Et ça, c'est tout à fait particulier. Il était dicté une peine, et il est dit un peu plus loin, le tout à l'arbitrage de notre auditeur général qui pourra moduler, c'est-à-dire diminuer en appliquant ce qu'on appellerait aujourd'hui des circonstances atténuantes une peine, voire augmenter la dite peine. Pour l'homicide, on voit comme peine la peine de mort, donc par pendaison, mais une possibilité pour l'auditeur général, donc le juge, de moduler cette peine. Et d'ailleurs, en application de ces statuts, on n'a que peu d'exemples d'exécution capitale, dont une en 1731. Et quel type de peine, mis à part la pendaison, pouvions-nous retrouver à ce moment-là ? Alors, ce sont des peines plutôt sévères, encore une fois. Il ne faut pas faire d'anachronisme avec nos yeux d'aujourd'hui. Tout à fait, il faut bien les réactions dans le contexte. seraient épidermiques quand on parle évidemment de peine de mort par pendaison, du fouet, de l'estrapade, des galères. Est-ce qu'on peut revenir sur l'estrapade ? Alors l'estrapade, c'est une peine qu'on retrouve pour diverses infractions. Il s'agit pour le condamné d'être suspendu au bout d'un mât de 2 ou 3 pieds, dit le texte, et relâché depuis ce mât, ce qui expose en général les bras et les jambes du condamné à des blessures. Et c'est la sanction qui est prévue notamment en matière de viol. Et ce qui est tout à fait remarquable, et ça aussi c'est un point novateur et plutôt particulièrement humaniste de l'œuvre du prince Louis, c'est que rien n'est prévu dans ce code, alors même qu'on voit qu'il y a un vrai souci d'être complet dans tout ce qui peut être employé en matière criminelle. Donc pas d'éléments de torture comme moyen de preuve. Un des corollaires, puisque les services enquêteurs, dirait-on aujourd'hui, se privent de ce moyen-là, c'est le renforcement du témoignage et de l'attestation. Là aussi, c'est tout à fait réglementé, ce sont des points de procédure, mais ce dont on peut mettre en lumière, c'est la sanction du faux témoignage. Par définition, comme il n'y a pas de torture ou d'autres moyens de preuve, le témoignage est d'autant plus important, et donc le faux témoignage doit être réprimé de manière encore plus sévère. Donc ce code Louis
n'existe plus à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'on en a gardé quand même des extraits? Est-ce qu'il inspire encore aujourd'hui le code utilisé actuellement en principauté? Alors, comme on l'a indiqué, il a cessé d'être en vigueur en 1793. Pour autant, des éléments ont pu subsister dans leur esprit. Évidemment, il a été, si on peut dire, éclipsé par l'esprit des Lumières. Oui. Et le Code civil napoléonien, de fait. Mais on peut trouver un fil rouge historique, notamment sur des questions d'accès à la justice. En ce sens où ce code crée un avocat ou procureur des pauvres, qui est l'ancêtre des avocats commis d'office ou de l'assistance judiciaire ou l'assistance juridictionnelle que l'on connaît aujourd'hui. Et pourquoi un fil rouge historique? Parce qu'on retrouve cette perspective-là sous le règne de Charles III, qui avait conclu une convention avec l'Italie pour que les personnes indigentes des deux nationalités, monégasque et italien, puissent bénéficier d'un accès gratuit à la justice. Et évidemment sous le règne du prince Albert Ier, qui, dans le Code de procédure civile, avait prévu l'assistance judiciaire pour tous les plaideurs avec des revenus, un patrimoine en dessous d'un certain seuil. Et ce texte-là, du prince Albert Ier, est resté en vigueur jusqu'en 2011, avec une loi particulière sur l'assistance judiciaire qui est toujours du même esprit. Donc on peut, à travers les siècles, voir cette volonté d'accès au droit et à la justice. Dans l'histoire des codes monégasques, il faut retenir le prince Louis Ier et ensuite Charles III et Albert Ier. Très certainement. Voilà. On a sous Charles III une œuvre codificatrice importante, et également sous le prince Albert Ier, avec l'assistance du baron Hector de Roland, juriste renommé, qui a préparé des codifications dont les exposés des motifs peuvent encore aujourd'hui servir les professionnels du droit pour connaître l'esprit de ces textes. Sébastien Biancheri, merci beaucoup pour toutes ces précisions et nous avoir permis de découvrir ce code Louis, je pense assez méconnu encore du grand public. Et Thomas, je vous retrouve très prochainement. À très bientôt.